D'accord, Alexander. Faisons une mise à jour sur l'Ukraine et ce qui se passe en Ukraine. Que se passe-t-il en Russie avec ces troupes nord-coréennes? Mon Dieu, la Corée du Nord vient sauver Poutine. Pour sauver la situation, semble-t-il. Toute la semaine dernière, nous avions le Pentagone, nous avions la Maison-Blanche de Biden. Il disait qu'il ne voyait aucune activité nord-coréenne en Russie. Et puis tout d'un coup, de nulle part, ils sortent avec des déclarations disant « Oui, il y a des troupes nord-coréennes en Russie. Il y a des troupes nord-coréennes à l'intérieur de la Russie. » Parlons donc de cela aussi, ce qui est une histoire intéressante. Les lignes de front ne sont pas bonnes pour la Russie. Pour l'Ukraine, effondrement, encerclement en chaudron, effondrement de Soledar. Je pense que ça va arriver d'un jour à l'autre. La Russie va capturer Soledar. Toretsk, j'imagine qu'ils vont le capturer après cela, même si l'armée ukrainienne dit que les choses se sont stabilisées à Toretsk. Je n'y crois pas. Et sur toute la ligne de front, il semble que la Russie avance. Et nous avons l'article du Financial Times, Alexander, qui dit que Zelensky est prêt à faire le premier pas vers un cessez-le-feu, un gel ou un cessez-le-feu. Et sa condition est que la Russie cesse de cibler les infrastructures énergétiques de l'Ukraine en retour. L'Ukraine va cesser de cibler les infrastructures énergétiques de la Russie. Alors par où voulez-vous commencer? Ai-je manqué quelque chose sur ce qui se passe en Ukraine? Did I miss anything as to what's happening in Ukraine? Vous n'avez rien manqué en Ukraine. L'élément clé à comprendre est que ce qui motive tout cela est bien sûr la situation militaire sur le terrain. Et ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que les Russes avancent. Je veux dire, ils progressent. Comme je l'ai dit, l'offensive russe, qui a commencé en octobre de l'année dernière, a connu des hauts et des bas. Elle est actuellement en phase de progression. Soledar est sur le point de tomber, comme vous l'avez absolument bien dit. Ce matin, 95% de la ville est sous contrôle russe. Cela pourrait ne pas être vrai. Vous savez, nous recevons toutes sortes de rapports. Mais les preuves photographiques et filmiques que nous recevons de là-bas montrent des troupes russes levant leurs drapeaux au centre de la ville. Tout cela suffit en soi pour nous dire ce qui est sur le point de se passer. Ce n'est pas seulement Soledar, ce sont toutes sortes d'endroits. Comme vous le dites à juste titre, je ne crois pas à l'histoire selon laquelle Toretsk se serait stabilisé. Les Ukrainiens ont à plusieurs reprises parlé de lieux qui se seraient stabilisés, et il s'avère que ce n'est pas le cas. Et c'est la même chose pour d'autres endroits sur les lignes de front, comme Chassiv Yar. Toute la situation là-bas a soudainement, si vous preniez vos nouvelles des Ukrainiens, soudainement pris une tournure dramatique pour le pire. Cela se détériore là-bas depuis des semaines, mais c'est maintenant devenu très très mauvais. Et c'est vrai partout. Et c'est vrai dans la région de Kursk, où les troupes ukrainiennes ont été écrasées. Même le London Times, je pense aujourd'hui, ou c'était le Financial Times, a admis que la poche que les Ukrainiens avaient créée dans la région de Kursk a été réduite de moitié et est comprimée de tous côtés. Il y a apparemment des milliers de soldats ukrainiens piégés dans toutes sortes d'endroits dans la région de Kursk. Et gardez à l'esprit que nous sommes maintenant dans la saison des pluies. Il n'est pas facile de battre en retraite ou de se déplacer dans des champs boueux. Les Russes contrôlent toutes les routes, même lorsque leurs troupes n'y sont pas. Leurs drones le font, et leurs drones survolent les cieux nocturnes de l'Ukraine chaque jour maintenant. Nous avons des centaines de drones Geranium 2 survolant l'Ukraine. Il n'y a plus de défense aérienne à proprement parler, et tout le monde s'attend à ce qu'en novembre, les grandes frappes de missiles recommencent. C'est donc une situation désastreuse. Et ce que nous voyons de la part des Ukrainiens et de leurs amis, ce sont toutes les manifestations de panique qui découlent d'un désastre.
toutes sortes de choses bizarres et absurdes sont dites. Donc, oui, la semaine dernière, nous avions le plan de victoire de Zelensky, dont tout le monde parlait. Maintenant, tout est parti, parce que bien sûr, personne ne le soutient vraiment. Certains prétendent le soutenir davantage, d'autres prétendent le soutenir moins. La réalité est que personne n'en veut. Lloyd Austin est allé à Kiev. Il a rencontré Zelensky. Il est absolument clair que ce qu'il a dit à Zelensky, c'est que ce plan de victoire ne va pas fonctionner. Ce n'est tout simplement pas acceptable pour l'armée des États-Unis ou le Pentagone et pour le peuple américain en général. Ce n'est pas possible. Donc, le plan de victoire s'est transformé en poussière. L'affaire des armes nucléaires qui a d'abord été évoquée puis rétractée, eh bien, cela s'est également transformé en poussière. Ils ne peuvent pas produire une arme nucléaire dans le délai qu'ils avaient. S'ils pensaient à une bombe sale, ce qui est possible, et qu'ils pourraient relancer, cela n'améliorerait en rien leur position et serait contre-productif pour eux. Isoler la Russie a complètement échoué. Nous avons eu le sommet des BRICS. Les Ukrainiens ont essayé de prétendre que le sommet des BRICS s'était en fait retourné contre les Russes parce que, soi-disant, les participants au sommet des BRICS ont appelé à une résolution pacifique du conflit. J'ai lu la déclaration finale des BRICS, pas la finale. La déclaration principale, la déclaration de Kazan. Elle ne fait aucune référence à l'Ukraine. L'Ukraine n'y est même pas mentionnée. Ce qu'elle mentionne, c'est l'importance de la résolution pacifique des différends autant que possible et la médiation, etc. Mais elle n'apporte aucun soutien à l'Ukraine. Il n'y a rien là que les Ukrainiens puissent exploiter. Donc, isoler la Russie a échoué. Nous arrivons maintenant à la prochaine série d'histoires absurdes et de fantasmes, dont la plus extrême en ce moment, celle qui attire toute l'attention, est l'histoire selon laquelle il y aurait 1200 ou 12 000 ou 15 000 soldats nord-coréens se dirigeant vers l'Ukraine, se préparant à combattre les Russes là-bas. Aucune explication. Aucune véritable explication de quiconque sur les raisons pour lesquelles les Russes voudraient que les Nord-Coréens combattent en Ukraine. Les Nord-Coréens ont catégoriquement nié cette histoire. D'ailleurs, un fait auquel personne ne semble prêter attention. J'ai lu quelque part que ces photographies de ces soi-disant soldats nord-coréens s'entraînant en Russie sont en réalité des photographies de soldats laotiens, des soldats du Laos s'entraînant en Russie. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Il pourrait y avoir des soldats nord-coréens qui s'entraînent en Russie. Ce qui a déclenché cette histoire aujourd'hui, c'est que la Corée du Nord et la Russie ont récemment conclu un traité de sécurité entre elles, dans lequel elles se déclarent formellement alliées, pour ainsi dire. Et Poutine a maintenant présenté cela pour ratification par la Douma. Donc les gens ont réagi. Les Ukrainiens ont dit, vous savez, cela prouve que la Corée du Nord est maintenant impliquée dans la guerre. Leurs troupes arrivent. Nous voulons la paix. Toutes les raisons de penser que ces troupes arrivent. Cela prouve que des tiers sont impliqués dans cette guerre, les Nord-Coréens spécifiquement. Cela signifie donc que d'autres pays, d'autres tiers, nos alliés, les puissances occidentales, devraient envoyer des troupes en Ukraine. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est une tentative de justifier ou de persuader l'Occident d'envoyer des troupes en Ukraine. J'en suis arrivé à la conclusion claire que cela ne va pas se produire. Donc cela va échouer également. Je suis également sûr que dans quelques semaines, nous n'entendrons plus parler de ces troupes nord-coréennes lorsqu'elles ne se manifesteront pas. Je veux dire, il peut y avoir des Nord-Coréens faisant des travaux de construction. Et il peut y avoir des Nord-Coréens aidant à la logistique. Mais il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que des Nord-Coréens combattent aux côtés de l'armée russe en Ukraine.
Il n'aurait aucun sens pour eux de le faire. Brian Belletti, lors du live que nous avons fait avec lui, a expliqué les énormes problèmes d'interopérabilité liés à la présence de troupes nord-coréennes combattant aux côtés des Russes en Ukraine. Mais vous relancez cette histoire dans une tentative désespérée de persuader les puissances occidentales de s'impliquer directement. Et tout cela échoue. Alors vous ressortez une idée de l'été. Vous commencez à parler de négociations avec les Russes. La semaine dernière, vous excluiez toute négociation avec les Russes. Vous disiez que vous n'alliez pas négocier avec les Russes du tout. Maintenant, vous revenez sur une histoire qui a circulé cet été, selon laquelle l'Ukraine et la Russie étaient sur le point de s'accorder sur une trêve concernant les attaques sur les infrastructures énergétiques de l'autre. Zelensky dit « Discutons de cela et mettons-nous d'accord ». Et cela pourrait être un premier pas vers plus de négociations. C'est le même homme, comme je l'ai dit, qui menaçait la Russie avec des armes nucléaires et rejetait les négociations la semaine dernière. Il propose maintenant cela cette semaine. Nous avions la même histoire cet été. Les Russes l'ont nié à l'époque. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune vérité dans cette histoire à ce moment-là. Dans l'émission que nous avons faite sur le Duran, le vice-ambassadeur de la Russie à l'ONU, Dmitry Polyansky, que j'ai interviewé avec Glenn Dizen, m'a spécifiquement dit « Vous savez, nous n'avons aucune connaissance de contact avec les Ukrainiens. » Et Lavrov a déclaré que cette histoire n'était qu'un stratagème des Ukrainiens pour essayer d'impliquer les Russes dans un groupe de travail qui tentait de faire accepter le plan de paix de Zelensky. Les Russes montrent un silence complet à ce sujet. Ils ne sont absolument pas intéressés par cette idée. Pourquoi accepteraient-ils une telle chose en ce moment? Donc, une manœuvre désespérée après l'autre, mais de véritables propositions substantielles avec lesquelles les Russes pourraient travailler. Personne n'en fait parce que personne ne le peut. Zelensky ne le peut pas. Nous avons discuté des raisons à de nombreux endroits. Zelensky cannot. We've discussed why in many places. The administration in Washington, their only interest. L'administration à Washington, leur seul intérêt est de maintenir la guerre jusqu'à l'élection et probablement jusqu'à l'investiture du nouveau président, afin qu'ils puissent tous s'en aller en disant que le désastre ne s'est pas produit sous leur responsabilité. Et les Européens sont laissés assécher. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Baerbock a fait d'autres commentaires extrêmes, cette fois sur la Moldavie. Elle n'est pas capable de proposer une quelconque idée ou suggestion. Tout programme de changement, où Ursula puisse en proposer un, est absurde. Donc, nous n'allons voir aucun progrès, aucun changement d'aucune sorte sur aucune question. Mais comme je l'ai dit, toutes ces choses désespérées flottent à la surface à la place. Ce sont tous des signes de la gravité de la situation sur les lignes de front. Ouais, je ne pense pas que nous devrions attendre des initiatives de Baerbock. Je suis d'accord avec ça. Commençons par la première initiative désespérée. Disons que c'est vrai. Disons que tout est vrai. 12 000 soldats s'entraînent en Russie, comme l'a dit Austin. Eh bien, ils ont en fait dit 3 000. Mais prenons le chiffre de Zelensky. Accordons-lui le bénéfice du doute. Disons que 12 000 soldats nord-coréens s'entraînent en Russie, dans l'est de la Russie, ont-ils dit. Et peut-être 3 000, selon Kirby, vont possiblement, il a dit possiblement, aller à Kursk. Et alors? Ouais, je veux dire, Kursk est toujours en Russie. Et alors? C'est ma question pour vous. Et alors? Et même si, prenons cela encore plus loin, ma question de suivi pour vous est, disons que ces 3 000 soldats ou ces 10 000 soldats vont effectivement en Ukraine et combattent. Et alors? Cela fait-il une différence dans le conflit? Cela change-t-il la trajectoire de la guerre?
n'avons-nous pas des soldats d'autres pays combattant en Ukraine de tous côtés? Je veux dire, cela a été documenté en fait, que vous avez des mercenaires, des soldats parlant différentes langues, peu importe comment vous voulez les qualifier, combattant en Ukraine. Je veux dire, vous savez, quelle différence tout cela fait-il réellement par rapport au conflit en Ukraine? Cela ne fait aucune différence. Je veux dire, c'est l'autre bon point. Il y a eu des dizaines de milliers de soldats polonais, par exemple, combattant en Ukraine, en uniforme ukrainien. Tout le monde le sait. Des officiers polonais de haut rang ont été impliqués dans les combats en Ukraine. Tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle qui est librement discuté en privé à travers l'Occident également. Les Russes l'ont enregistré de nombreuses fois. Déjà en été, si vous vous souvenez, il y a eu une frappe de missiles russes sur un hôtel à Kharkov. Il y avait, là-bas, des soi-disant volontaires français. Encore une fois, il était largement connu qu'il s'agissait de personnes de la Légion étrangère française. En théorie, ils avaient quitté la Légion et avaient été enrôlés dans les forces ukrainiennes. Mais tout le monde savait qu'ils étaient là sur les instructions du gouvernement français. Donc cela ne fait absolument aucune différence. Cela ne serait pas différent de ce qui se passe déjà dans le conflit en Ukraine depuis un certain temps. Et cela ne va pas changer la trajectoire de la guerre. 3 000 soldats coréens, 12 000 soldats ukrainiens, 15 000 soldats ukrainiens coréens ne vont pas changer une guerre où l'armée russe est estimée par les Ukrainiens à 840 000 d'ici la fin de cette année. Je veux dire, c'est juste un ajout utile en termes de chiffres à ce total. Mais cela ne va guère changer quoi que ce soit de manière significative. Et en termes d'implication ouverte de l'Occident dans le conflit, encore une fois, ce que les gouvernements occidentaux ou les commentateurs occidentaux évitent de dire, c'est que, une fois de plus, c'est une ligne rouge que l'Occident s'est fixée. Les gouvernements occidentaux ont promis à plusieurs reprises à leur propre peuple qu'ils n'enverraient pas leurs soldats, leurs propres citoyens, se battre ouvertement en Ukraine. Voilà. Ma question de suivi pour vous est la suivante. Est-ce peut-être leur façon de convaincre leurs citoyens d'envoyer des troupes en Ukraine? Est-ce que c'est peut-être le jeu qu'ils vont faire? Les néoconservateurs, je veux dire, les néoconservateurs vont sauter sur cette occasion s'ils n'ont pas déjà élaboré ce récit, mais ils vont certainement l'utiliser pour faire quelques arguments. Donc, l'un des arguments serait-il que, eh bien, des troupes nord-coréennes pourraient aller en Ukraine. Alors Macron, allez-y, et envoyez 10 000 troupes en Ukraine. Et au peuple de France, vous voyez, nous devons faire cela, parce que la Russie le fait. Donc, vous savez, vous avez été réticents à cela dans le passé. Maintenant, nous avons une raison d'envoyer ces troupes. Est-ce l'argument qu'ils vont présenter à leurs citoyens? Et ma question de suivi pour vous est peut-être que cela ne concerne pas l'Ukraine. Et peut-être que l'Occident collectif, ou les néoconservateurs, regardent vers la Corée du Nord. Peut-être que c'est un moyen de diaboliser davantage la Corée du Nord. Peut-être qu'ils ont peur. Je pensais à cela ce matin. Peut-être qu'ils ont peur de la présidence de Trump. Et peut-être d'un autre rapprochement avec la Corée du Nord. Donc ils cherchent à agiter les choses, en prévision que Trump veuille peut-être parler à Rocketman une autre fois. Je veux dire, est-ce possible? Je pense qu'il est très probable d'ailleurs, et je pense que c'est un très bon point, et c'est un point que nous devons explorer. Mais brièvement, sur le sujet de dire à tout le monde en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc., que nous devons envoyer nos troupes en Ukraine, nos hommes pour combattre en Ukraine, à cause des Nord-Coréens. Je peux dire maintenant que cela ne passera pas. Je veux dire, je pense que c'est une idée ridicule. Je ne pense pas que les gens, dans aucun de ces pays, en seront impressionnés le moins du monde.
Ils l'ont clairement exprimé, sondage après sondage et enquête après enquête. Ils ne veulent pas que leur pays soit directement impliqué dans cette guerre en Ukraine, et ils ne veulent pas que leurs soldats y soient. Les Français ne veulent pas que leurs soldats soient en Ukraine. Les Allemands ne veulent absolument pas de leurs soldats en Ukraine. Les Britanniques ne veulent pas de leurs soldats en Ukraine. Oui, des forces spéciales et des gens de ce genre sont là. Des troupes de la Légion étrangère et des gens de ce genre sont là. Mais au quotidien, vous savez, l'armée régulière, ils ne les veulent pas en Ukraine. Ils ne veulent pas combattre les Russes. Et ils ne veulent pas non plus combattre les Nord-Coréens, qui ont une réputation soit comique, soit effrayante. Mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose que vous voulez vraiment affronter. Donc je ne pense pas que cela va marcher du tout. Je ne pense pas que ça va marcher non plus aux États-Unis. Mais à propos de la Corée du Nord, vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, cela a été largement négligé. On en parle peu, mais nous traversons un autre de ces épisodes réguliers où les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sont devenues extrêmement mauvaises. Vous savez, les Nord-Coréens et les Sud-Coréens se bombardent mutuellement de tracts récemment. Je ne suis pas l'histoire de très près, mais je comprends que des drones sud-coréens ont survolé le territoire de la Corée du Nord, larguant des tracts. Kim Jong-un et son gouvernement étaient furieux à ce sujet. Il a qualifié cela d'acte d'agression. Il a mobilisé des troupes. Il y a eu des images dans les médias nord-coréens de dizaines de milliers d'hommes nord-coréens se rassemblant pour rejoindre l'armée à un moment où la nation est menacée. Il y a donc des tensions très sévères sur la péninsule coréenne en ce moment. Je ne pense pas que ces tensions vont mener à une quelconque crise militaire. Je veux dire, nous avons vu cela se produire de nombreuses fois, mais cela rend également très improbable, étant donné que cette crise est en cours en ce moment, que les Nord-Coréens envoient certains de leurs meilleurs combattants des forces spéciales se battre loin à Kursk, alors qu'il serait logiquement nécessaire en Corée du Nord également. Je pense qu'il est très probable que des soldats et officiers nord-coréens soient envoyés en Russie pour une formation de commandement supérieur. C'est tout à fait plausible. Cela se produisait pendant la guerre froide, lorsque l'Union soviétique et la Corée du Nord étaient alliées. Les Russes ont maintenant, bien sûr, une énorme quantité d'informations sur la manière de mener une guerre qu'ils peuvent partager. Et il est tout à fait plausible que quelque chose de ce genre se produise. Mais encore une fois, pour revenir à l'histoire originale, je ne vois pas pourquoi les Nord-Coréens voudraient envoyer leurs meilleures troupes jusqu'à Kursk en ce moment. Mais le point est, pour revenir à votre point, diaboliser la Corée du Nord, donner une mauvaise image de la Corée du Nord, particulièrement avant une administration Trump, si c'est ce que nous obtenons, fait certainement partie de l'agenda, et aussi aider le gouvernement actuel en Corée du Sud, qui est extrêmement pro-occidental et pro-américain, et qui apparemment est aussi assez impopulaire. Ou du moins, c'est ce que j'ai entendu. Donc, vous ne voulez pas de mouvement qui aidera la Corée du Nord et les États-Unis après que l'administration actuelle entre en fonction et perde le pouvoir. Vous savez, pour commencer à chercher un rapprochement, surtout étant donné que la situation géopolitique globale de la Corée du Nord, en conséquence directe de ce que les néoconservateurs ont fait, s'est tellement améliorée au cours des dernières années. Il y a quelques années, comme l'admet le Financial Times, d'ailleurs, dans un article aujourd'hui, la Corée du Nord était un pays presque complètement isolé. Ses relations avec la Chine étaient très mauvaises. Les Russes soutenaient les sanctions contre la Corée du Nord au Conseil de sécurité et appliquaient ces sanctions.
contacts between the North Koreans and the Russians. Les contacts entre les Nord-Coréens et les Russes avaient diminué à des niveaux très très bas. Maintenant, les Chinois parlent aux Nord-Coréens et le commerce entre la Corée du Nord et la Chine a repris. Mais ce qui se passe avec les Russes va bien au-delà de cela. Les Russes s'accordent maintenant sur un traité de sécurité. Le commerce mutuel reprend, apparemment à grande échelle. On parle d'exportation d'énergie. On parle d'échanges technologiques. On parle de toutes sortes de choses. Ainsi, le siège de la Corée du Nord s'est effondré, et la Corée du Nord est sans doute dans une position beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Ce n'est plus, comme je l'ai dit, un pays assiégé comme il l'était. Elle dispose désormais d'une capacité puissante en armes nucléaires. Donc si vous êtes un néoconservateur et que vous voulez maintenir le conflit avec la Corée du Nord aussi longtemps que possible, vous pourriez être inquiet que les gens aux États-Unis, en voyant cela, disent « Eh bien, regardez, cette politique que nous avons poursuivie envers la Corée du Nord depuis 30 ans a été un échec complet. » Revenons sur le chemin du rapprochement. Ils veulent donc bloquer cela, et ils veulent le bloquer en disant que les Nord-Coréens sont en fait de mèche avec le représentant de Lucifer sur Terre, Vladimir Poutine lui-même. Et comment pouvez-vous éventuellement travailler avec ou avoir des contacts avec ce pays terrible? D'accord. Dernière question. Pourquoi la Russie accepterait-elle cet accord de cessez-le-feu qui est proposé par le Financial Times, prétendument proposé par Zelensky? Il l'a bien dit lors d'une conférence, par Zelensky lui-même. Oui, par Zelensky lui-même. Pourquoi la Russie, je veux dire, vous savez, l'infrastructure énergétique de l'Ukraine est absolument au bord de l'effondrement. Mais l'infrastructure énergétique de la Russie n'a même pas été égratignée par les drones ukrainiens. Alors pourquoi cela serait-il une sorte de monnaie d'échange? Je veux dire, c'est ce que Zelensky met en avant. C'est un point que j'ai souvent souligné d'ailleurs, je veux dire. De temps en temps, les Ukrainiens parviennent à envoyer un drone contre une raffinerie et des dégâts sont causés. Un incendie se déclare, il y a beaucoup de fumée et les gens s'enfuient en disant que c'est un événement énorme. Mais la réalité est que le système énergétique russe est si colossal et si étendu sur tant d'endroits que ces attaques que les Ukrainiens ont menées avec leurs drones sont complètement insignifiantes. Ce sont de petites piqûres d'épingle. Elles ne se reflètent même pas dans les totaux commerciaux et elles n'ont eu aucun effet sur les prix domestiques du pétrole et du gaz sur le marché intérieur russe. Certaines personnes ont fait remarquer que les Russes ont, à divers moments, restreint les exportations de, disons, certains types de produits diesel et des choses de ce genre. Ce n'est pas inhabituel. C'est quelque chose que les Russes font régulièrement. Et c'est en partie pour réguler les mouvements du marché. Ce n'est pas réellement lié, je veux insister là-dessus. Ce n'est pas lié à ce que les Ukrainiens ont fait. Maintenant, lorsque cette histoire a été lancée pour la première fois en août, quand je pense que c'était le New York Times qui disait que l'opération Kursk avait empêché l'Ukraine de parvenir à un accord pour ce cessez-le-feu mutuel, dans ces termes, j'étais perplexe parce que je ne voyais pas pourquoi les Russes accepteraient quelque chose comme ça. Je veux dire, c'était tellement déséquilibré, autant que je pouvais le dire, en faveur de l'Ukraine. Parce que les attaques russes ont causé des dégâts colossaux en comparaison à l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Les attaques ukrainiennes ont causé des dégâts minimes à la Russie. Pourquoi les Russes accepteraient-ils quelque chose comme ça? Je veux dire, je ne pouvais pas le voir à l'époque. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que les Russes ont dit que ce n'était pas vrai. Toute l'histoire n'a aucune réalité. Il n'y a pas eu de réunion. Le Qatar n'était pas impliqué dans la médiation de quoi que ce soit de cette nature. Toute cette histoire était un faux.
Et je dois dire que le même manque de logique pour les Russes d'accepter cette proposition. Maintenant, la même logique qui s'appliquait en août lorsque cette histoire a d'abord circulé, s'applique encore plus aux Russes maintenant. Je veux dire, ils sont sur le point de gagner en Ukraine. Le système énergétique en Ukraine a été amené au bord de l'effondrement complet. Il y a des rapports selon lesquels les frappes de missiles russes vont reprendre en novembre. Je ne vois pas pourquoi les Russes voudraient s'arrêter. Cela n'a aucun sens pour moi. It doesn't make any sort of sense to me at all.